Creating and managing brands is Créer one et of the gérer most des marques important. sont les activités les plus importantes et difficiles du marketing. Une marque bien conçue est un actif incroyablement précieux pour votre entreprise. Les marques sont même le seul actif précieux que possèdent certaines entreprises. Je suis Drew Boyd. Cela fait plus de 30 ans que je suis dans le marketing. J'enseigne le branding à des étudiants de cycle supérieur et j'aide les entreprises à améliorer leur efficacité de marque. Dans cette formation, je vous présenterai un processus pas à pas pour créer une marque, la lier aux valeurs essentielles de votre entreprise et la lancer sur le marché pour qu'elle contribue à votre réussite. Que vous disposiez déjà d'une marque ou que vous commenciez de zéro, ce cours vous propose les outils et structures nécessaires à la construction du capital de marque. Les marques fortes vous offrent un avantage compétitif sur le marché et vous aident à surmonter les difficultés liées à la concurrence. Comme le marketing, le branding est un domaine passionnant en soi, qui exige compétences et efforts. Grâce au concept dont je vais vous parler, vous commencerez à développer les compétences nécessaires pour créer des marques efficaces et authentiques. Before you start, you Avant should de know that commencer, this is sachez que cette formation traite des bases du branding, comprenant un processus complet et un ensemble d'outils permettant de créer une marque. Pour vous aider à appliquer ces outils, j'utilise une étude de cas. Nous nous intéressons à une montre conçue pour les familles. Vous apprendrez à créer une nouvelle marque dans cette catégorie. Les étapes que vous suivrez sont les mêmes que dans n'importe quelle catégorie. Ceci n'est pas une formation sur la conception graphique, portant sur les logos et le packaging, ni d'ailleurs une formation sur la publicité ou autres outils marketing qui peuvent faire partie du processus de branding. La stratégie de branding est étroitement liée à la stratégie marketing. Vous devez donc connaître les principes du marketing, notamment la segmentation, le ciblage et le positionnement avant de suivre cette formation. Si vous devez acquérir ces connaissances de marketing, je vous encourage à vous rapprocher de notre catalogue de formation. Maintenant, même si c'est parfois tentant, développer une nouvelle marque n'est pas toujours la bonne chose à faire. Je vais vous dire quand envisager ou éviter le branding. Si vous vous formez au branding dans le cadre de votre travail en entreprise, vous devez absolument comprendre la politique de votre société sur le branding. Il s'agit des standards d'identité et l'utilisation de marques commerciales et de logos. Assurez-vous de bien connaître ces politiques avant d'appliquer les concepts de cette formation. Peut-on vous faire confiance? Qui le dit? Vous avez des proches qui disent que l'on peut vous faire confiance. Mais pourquoi? Je suis sûr que c'est parce que vous avez dit que vous feriez quelque chose et vous l'avez fait. Vous avez fait et tenu vos promesses. Vous avez donc une réputation de marque, celle de quelqu'un sur qui on peut compter. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez compris le concept de branding. Une marque est une promesse. Une promesse que vous faites à ceux qui achètent vos produits. Cette définition peut surprendre, car on imagine souvent une marque comme un logo ou un nom de produit. C'est faux. Petite expérience. Je vais vous montrer 2 lignes à l'écran. Lorsque vous les voyez, dites le premier mot qui vous vient à l'esprit. Prêt? Normalement, ces 2 lignes incurvées vous rappellent les arches jaunes de McDonald's. Même les personnes qui ne vont pas chez McDonald's associent instantanément ce logo à l'entreprise. Comment 2 simples traits, même pas de la bonne couleur, vous rappellent une chaîne de fast-food internationale pesant des milliards de dollars? Approfondissons l'expérience. Fermez les yeux et pensez à un restaurant McDonald's. Sentez-vous l'odeur de ses frites? Pouvez-vous voir les Big Mac? Ressentez-vous ce qu'il se passe dans le restaurant, toutes les familles, les parents et les enfants qui y passent un bon moment? C'est la promesse de marque de McDonald's. Les envies et les émotions déclenchées lorsque vous pensez à McDonald's.
Le logo et le nom ne font pas la marque. Ils sont plutôt des indices visuels qui déclenchent le vivier d'émotions promises par la marque. Je vais vous donner 4 clés pour construire une marque efficace. D'abord, votre marque doit être authentique, parfaitement en phase avec l'identité de votre entreprise, avec vos valeurs essentielles. Dans le cas contraire, votre promesse est moins crédible. Votre marque doit être pertinente, elle doit promettre quelque chose d'important aux clients et montrer qu'elle tient cette promesse mieux que ses concurrents. Votre promesse de marque doit être cohérente à chaque point de contact avec vos clients. Pourquoi vous fait-on confiance? Car vous êtes cohérent. Même chose pour les marques. La cohérence conditionne la fidélité du client. Enfin, vous et votre organisation devez être entièrement dévoués à tenir la promesse de la marque. Votre direction et vos employés, les artisans de l'expérience de votre marque auprès de vos clients, doivent vivre la marque, la porter et continuer de s'investir. Pour créer une marque, il faut d'abord réfléchir à la promesse de marque. Quelle expérience voulez-vous pour vos clients lorsqu'ils entrent en contact avec votre marque? Lorsque vous songez à vos marques, demandez-vous si votre promesse que vous faites est la bonne. Car une fois faite, la promesse doit être tenue. Pourquoi les marques sont-elles importantes? Prenons l'exemple de l'une des meilleures marques au monde, Coca-Cola. Si la valeur marchande totale de l'entreprise est de 175 milliards de dollars, l'un de ses actifs représente environ 75 milliards. Et ce n'est pas la recette secrète, c'est la marque. Les marques sont un actif stratégique et financier. Une marque forte fidélise le client, ce qui améliore la valeur de l'entreprise, valeur qui augmente si l'on continue d'investir dans la marque. La marque a bien d'autres avantages. Elle vous permet de fixer des prix plus élevés pour vos produits et services. Les clients associent une meilleure qualité aux produits de marque et sont prêts à payer plus que pour un produit lambda, même si les deux produits sont identiques. Pourquoi? Parce qu'ils font davantage confiance à la marque. Les marques tiennent leurs promesses. Une fois que votre produit a une marque, vous obtenez une part de marché plus élevée tout en diminuant les coûts de vos ventes. Les clients fidèles ont moins besoin qu'on leur vende le produit. Une marque établie permet de lancer plus facilement de nouveaux produits. Lorsque les consommateurs voient le logo de la marque sur un nouveau produit, ils associent instantanément la promesse de la marque à ce nouveau produit. Mais les marques n'ont pas que des avantages du point de vue marketing. Par exemple, des études montrent que les entreprises avec de bonnes marques ont un roulement plus faible du personnel. Les marques populaires aident les entreprises à recruter les employés les plus talentueux et passionnés. Les marques donnent un certain statut à votre entreprise, dans l'esprit des leaders de l'industrie, des médias et des marchés financiers comme Wall Street. Cependant, malgré tous ces avantages, il n'est pas forcément pertinent de créer une marque. Dans certaines situations, c'est même une perte d'argent. Par exemple, dans les tout nouveaux marchés qui ne comptent qu'une poignée de clients, mieux vaut investir vos ressources dans l'amélioration de la notoriété de la catégorie. Si vous êtes déjà leader avec la majorité de la part de marché, ce n'est pas la peine de créer une marque. Si votre secteur est très fragmenté, avec des milliers de petits concurrents, la marque ne pourra peut-être pas toucher suffisamment de clients pour que ça en vaille la peine. Si vous ne disposez que d'une poignée de clients, voire un seul client, comme un gouvernement, le branding ne va pas tellement vous servir. Analysez donc votre situation avant de franchir le pas. Si votre entreprise a besoin de clients fidèles, disposer d'une marque forte est la meilleure façon d'y arriver. The branding process has 5 Ce steps. processus se compose de 5 étapes. Il faut d'abord définir la marque et tout ce qu'elle contient. Une marque est une promesse. Il faut donc définir clairement cette promesse et ses valeurs essentielles. Ces valeurs sont l'ADN de la marque. Cette étape permet de définir ce qui lie la marque à votre entreprise et à vos autres marques éventuelles. Les marques sont interdépendantes. Nous devons donc leur trouver un toit commun, quelque part dans votre portefeuille. Il faut également définir les leviers de la marque.
Il s'agit de la manière dont les valeurs essentielles seront incarnées dans le marketing mix ou les processus commerciaux qui accompagnent la marque. Ce sont tous les éléments associés à une marque qui vous aident à traduire sa valeur en action. L'étape suivante est le positionnement de la marque. Il s'agit ici de forger la représentation qu'a le client de la marque. Nous identifions ces clients, les avantages qu'ils recherchent dans vos produits et leurs convictions actuelles concernant ces produits par rapport à la concurrence. Ici, nous faisons le lien direct entre la proposition de valeur de la marque et sa promesse. Une fois que vous définissez la promesse de marque et sa position sur le marché, vous devez exprimer la marque. Considérez la marque comme une personne. Une personne a besoin d'un nom, d'une personnalité et d'une identité visuelle. Il en va de même pour les marques. C'est ici que nous créons des noms et des logos qui aident les clients à reconnaître facilement la marque et à se souvenir de ses promesses. Il est maintenant temps d'augmenter la notoriété de la marque et de la mettre à votre service. Pour cela, nous communiquons sur elle en interne dans notre organisation et en externe sur le marché. Pourquoi en interne ? Vos employés et distributeurs sont essentiels dans la tenue de votre promesse. Ils créent et fournissent les produits et les services qui offrent les avantages que la marque a promis aux clients. Pour maintenir la solidité d'une marque, il faut communiquer en permanence et surtout de manière cohérente pour renforcer la promesse dans l'esprit des gens. Dans le cas contraire, la marque perd de sa valeur. Ce qui nous amène à l'étape finale du processus de branding, l'évaluation. Vous devez évaluer la valeur de la marque ou capital de marque. Il s'agit de ce que vous récoltez lorsque vous développez une promesse de marque authentique. Le capital de marque augmente, la valeur de l'entreprise aussi. Il faut aussi mesurer la performance de la marque. Tient-elle ses promesses ? Fait-elle exactement ce que vous attendiez d'elle pour votre entreprise ? Le processus de branding nécessite du temps et de l'argent. Mais s'il est bien fait, vous aboutirez à une marque forte qui contribuera à la réussite de votre entreprise. Let's start building a brand. Commençons par construire une marque. Il faut d'abord identifier les valeurs de la marque. N'oubliez pas qu'une marque est une promesse qui repose sur un ensemble de valeurs semblables aux fondations d'une maison. Si je vous fais une promesse, c'est parce que je pense que certaines choses sont importantes. Sinon, je ne la ferai pas. Le même principe s'applique aux marques que nous créons. Les valeurs de la marque sont les comportements, ou plutôt les valeurs clés de la marque qui doivent être exprimées en permanence. Ensemble, ces valeurs forment l'essence de la marque, un peu comme un système de croyance de la marque. Pour déterminer les valeurs de la marque, il faut comprendre la stratégie marketing globale de votre entreprise. Quels sont ses produits et ses services ? Quelles sont les tendances clés et les nouvelles opportunités de vos marchés ? Qui sont vos clients et vos concurrents ? En partant de cela, quelle est votre proposition de valeur sur le marché ? Une stratégie de branding solide repose sur une stratégie de marketing solide. Elles sont étroitement liées. Sur notre site web, visionnez nos formations marketing pour tout savoir sur le processus de planification du marketing. Pour cette formation, imaginons une entreprise voulant créer une marque pour l'un de ses nouveaux produits. Notre entreprise fabrique des montres et lance une nouvelle gamme de montres intelligentes liées à d'autres produits high-tech comme des smartphones. Notre stratégie sera de créer une montre adaptée aux familles. Nous ciblons plus spécifiquement les parents. Le positionnement de notre produit, c'est la montre idéale pour les parents. Nous l'appellerons la Parent Watch. N'oubliez pas qu'il s'agit du nom de la marque et pas forcément le nom du produit lui-même. Conformément à notre stratégie marketing, nous voulons créer une marque qui tient sa promesse, celle d'être une montre idéale pour les parents. Identifions d'abord les valeurs clés que cette nouvelle marque doit avoir pour que cette promesse soit crédible. Je fais donc la liste des croyances associées aux parents. Par exemple,
Les parents sont à part. Être parent, c'est un rôle important dans la vie de ceux qui le sont. Être parent, c'est du travail. Les parents se donnent à fond pour leur famille. En créant cette liste, je recherche une ou plusieurs valeurs me permettant de forger le thème principal de ma nouvelle marque. Je veux créer une accroche qui véhicule le message de la marque. Un exemple. La Parent Watch aide les parents à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est bien, c'est ambitieux, directement lié à ma stratégie avec un fort attrait émotionnel. Nous pourrons toujours peaufiner cela plus tard. Mais gardons cette phrase comme finalité essentielle de la marque Parent Watch, à la fois sa raison d'être et ses convictions. Étudiez vos marques ou celles que vous souhaitez créer. Posez-vous ces questions. Quel est le système de croyance sous-jacent à ces marques? Est-il lié à votre stratégie de marketing? Ce que votre marque représente, ce qu'elle veut devenir, est-ce clair? Construire des fondations solides est la première étape fondamentale pour donner vie à la marque. A brand's values form the foundation of the brand. Les valeurs d'une marque forment donc ses fondations. Mais sur ces fondations, vous devez consolider la définition de la marque. Voyez cela comme un travail d'extension qui repose sur la création des leviers de la marque. Les leviers constituent des aspects plus descriptifs de la marque. Ils prennent différentes formes. Ils peuvent être des attributs de la marque, des avantages fonctionnels et émotionnels fournis par la marque, ou encore des avantages d'expression de l'identité, c'est-à-dire ce que le client dit de lui-même lorsqu'il consomme la marque. Pour créer les leviers de la marque, dressez une liste complète de phrases liées à la marque qui délayent la finalité première de la marque. Ne vous souciez pas trop de leur formulation. Ne vous censurez pas. Plus tard, vous les grouperez en catégories similaires. Et c'est là que vous les modifierez et que vous identifierez les leviers les plus importants. Revenons à notre étude de cas. Une nouvelle marque de montre intelligente pour les parents. Nous l'appelons la Parent Watch. Sa valeur essentielle est « La Parent Watch aide les parents à donner le meilleur d'eux-mêmes ». Quelles pourraient être les autres caractéristiques de la marque? Commençons avec la liste que nous avons déjà. Pour la Parent Watch, les parents sont à part. Être parent est sans doute le rôle le plus important dans la vie d'une personne. Être parent, c'est du travail. Les parents se donnent à fond pour leur famille. Allons plus loin en nous demandant ce qu'il faut d'autre pour être de bons parents. Mettons-nous à la place des parents. La Parent Watch me permet de réaliser l'impossible en répartissant les tâches pour tout faire en une journée. Elle m'aide à protéger ma famille. Elle m'aide à effectuer mes différentes tâches à la maison, au travail et partout ailleurs. Elle m'aide à rester proche de mes enfants. Elle m'aide à apprendre à mes enfants d'importantes leçons de vie. Cela devient amusant d'être parent. Porter la Parent Watch montre que ma famille est ce qui compte le plus pour moi. Vous voyez ce que l'on essaie de faire ici? Il s'agit de créer une liste d'éléments importants pour notre public cible. Ensuite, nous prenons ces éléments et nous les transformons en attributs de la marque ou en avantages fournis par la marque. Lorsque vous faites cela pour votre marque, vous devez en obtenir plusieurs dizaines. Dressez la liste la plus complète possible, puis créez des groupes par catégorie. Les avantages fonctionnels, l'utilité basique du produit. Les avantages émotionnels, les émotions qu'un produit donne au consommateur. Les avantages économiques, comment le produit permet de gagner du temps et de l'argent. Les avantages d'expression de l'identité, l'image que nous donne un produit. Mais aussi les avantages sociaux ou environnementaux. Une fois qu'ils sont groupés par catégorie, nous cherchons à les peaufiner ou à les associer pour créer une liste plus cohérente. Par exemple, prenons ces deux leviers. La Parent Watch me permet de réaliser l'impossible en répartissant les tâches pour tout faire en une journée et elle m'aide à effectuer mes différentes tâches à la maison, au travail et partout ailleurs. Ils semblent similaires. On pourrait songer à les regrouper en une seule phrase comme « La Parent Watch
m'aide à répartir les différentes tâches au travail, à la maison et partout ailleurs. Les leviers de la marque augmentent donc la signification de la marque. Ils sont les idées que vous utilisez pour exprimer les valeurs essentielles de votre marque. So, what is it that you actually brand? Finalement, quel est l'objet de la marque? C'est une question difficile. La marque n'a pas d'objet. Il s'agit plutôt de créer une marque avec une promesse essentielle et des associations comme dans les 2 dernières vidéos. Ensuite, vous liez quelque chose à cette promesse de marque comme un produit ou un nom d'entreprise. Lier ce produit ou cette entreprise à la marque permet à vos clients de les associer. Je sais que c'est un point délicat, c'est la raison pour laquelle je l'évoque. Le branding n'est pas le marquage au fer rouge de vos produits ou du packaging, comme certains le font sur du bétail. C'est la principale erreur que font les gens lorsqu'ils se mettent au branding. Ils pensent qu'il suffit d'apposer un logo et un nom qui sonnent bien sur un produit pour créer une marque. Un professionnel expérimenté en marketing évitera toujours cette erreur et suivra un processus pas à pas bien précis en utilisant les outils permettant de créer et de gérer ces marques. C'est tout l'objet de cette formation. Une fois que vous avez créé la promesse de marque et la liste d'associations, demandez-vous qu'est-ce que je peux attacher à la marque? La réponse pourrait vous surprendre. Nous avons déjà mentionné différents produits. Cette canette contient un liquide ambré et gazeux au goût sucré. Lorsqu'on l'associe avec la marque Coca-Cola, le consommateur mémorise cette association. Lorsqu'un consommateur boit son contenu, il se rappelle instantanément de la promesse de la marque et inconsciemment se dit « promesse faite, promesse tenue ». C'est pourquoi nous appelons parfois une marque un vivier d'émotions. Toutes les émotions déclenchées par une marque définissent cette marque. Une marque est un raccourci, un aide-mémoire. Pour solliciter plus facilement cette aide-mémoire, nous donnons à la marque un visuel et parfois un nom. Lorsque vous attribuez ce nom et ce visuel au produit, les consommateurs ont beaucoup plus de facilité à faire le lien. Peut-être est-ce pour cela qu'on a l'impression de marquer le produit au fer rouge. Vous pouvez donc attribuer une marque à un produit, mais aussi à l'une de ses fonctionnalités. Hertz, le loueur de voitures, a fait de son golf club un club exclusif pour les clients fidèles, une marque. Vous pouvez également attribuer une marque à un seul ingrédient du produit. Mon exemple préféré, lorsqu'Intel a créé l'emblématique marque Intel Inside. La plupart des gens n'en connaissaient ni l'utilité ni le fonctionnement. Peu importe, du moment que l'ordinateur qu'ils achetaient avait Intel Inside, ils étaient contents. Promesse faite, promesse tenue. Si votre produit dispose d'une technologie unique, et surtout si vous en êtes propriétaire, notamment avec des brevets, vous pouvez l'associer avec la marque. Toyota, par exemple, a donné une marque Hybrid Synergy Drive une technologie pour ses voitures écolo. Peut-on donner une marque à des services? Bien sûr, un service est un produit puisqu'il est aussi un convoyeur d'avantages. Google offre une large gamme de services de marque. En fait, une entreprise entière peut être désignée par une marque, comme Starbucks. Vous pouvez aussi créer un ensemble de marques. Par exemple, Amazon Kindle fournit des livres à l'aide de la technologie WhisperNet. Une entreprise, un produit et une technologie de marque, tout en un. Mais vous vous dites peut-être, mais si l'on poussait la logique trop loin? Bonne question. Faites attention ou vous pourriez aboutir à ce que j'appelle un chaos de marque où trop d'éléments ont une marque, ce qui peut perturber le client. Pour éviter cela, regardez vos marques ou celles que vous souhaitez créer. Ensuite, tentez d'identifier ce à quoi vous avez attribué une marque, un produit, une fonctionnalité, etc. Les bons bâtisseurs de marques réfléchissent ensuite à la manière dont ces marques coexistent pour fournir de la valeur aux clients. Brands need a home.
Les marques ont besoin d'un toit, mais vous devez également déterminer la relation de la marque avec les autres marques sous ce même toit. Pour cela, vous créez une architecture de marque. Considérez l'architecture de marque comme celle d'une maison. L'architecte décide du nombre de pièces, de leur emplacement dans la structure globale de la maison et de la fonction de chaque pièce, salle de bain, cuisine, etc. Créer une architecture de marque est un travail similaire. Il existe de nombreux modèles et formats. Cependant, il y a une manière générale d'aborder les possibilités lorsque vous construisez une architecture de marque. D'abord, vous pouvez créer une maison des marques. Chaque marque est indépendante et n'a aucune relation avec les autres. Les consommateurs connaissent le nom des marques, mais pas le nom de l'entreprise qui en est propriétaire. En d'autres termes, ils ne connaissent pas le nom de la maison, votre entreprise, mais seulement les pièces qui la composent. Procter & Gamble est l'un des meilleurs exemples. Cette entreprise possède de nombreuses marques familières. Dentifrice Fluocaril, lessive Ariel et Febreze. Souvent, les consommateurs ne savent pas que P&G possède ces marques, ni qu'elles appartiennent à la même entreprise. De l'autre côté, il y a la maison de la marque. Ici, l'entreprise est la marque. Tous les produits et services de cette entreprise sont associés à la marque d'entreprise, mais n'existent pas en tant que marque. Lorsque vous pensez à Caterpillar, des images de tracteurs et de chantiers vous viennent sans doute à l'esprit. Mais vous ne connaissez probablement pas de marque au sein de Caterpillar. C'est ce que nous appelons une marque maître, car elle gouverne tous les produits et services de l'entreprise. BMW en est un autre très bon exemple. Entre ces deux architectures, il y a une troisième option, la maison hybride. C'est un mélange des deux, une marque maître avec quelques marques individuelles associées. Prenons Marriott International, la société hôtelière. Elle dispose d'une marque maître forte, Marriott, ainsi que 18 sous-marques comme Courtyard et Residence Inn. C'est une approche intéressante car les clients associent beaucoup de qualités positives au nom Marriott. Mais ici, chaque hôtel a sa propre promesse de marque pour des segments de marché spécifiques. Lorsque vous les associez avec la marque maître, Courtyard by Marriott, les clients comprennent instantanément cette promesse unique. Pas mal, non? Alors, quelle est la meilleure approche? Tout dépend de votre stratégie. La maison de la marque est moins coûteuse, car vous investissez votre argent dans une seule marque. Mais cela limite votre expansion. Ce serait bizarre si Caterpillar se lançait dans l'agroalimentaire, par exemple. La maison des marques est coûteuse, car vous devez bâtir chaque marque de zéro. Mais ensuite, vous êtes libre d'aller sur un nouveau marché sans affecter les autres marques. P&G, par exemple, peut entrer sur presque tous les marchés. Au final, beaucoup d'entreprises utilisent l'approche hybride pour tirer parti des deux approches. L'architecture de la marque aide donc les clients à comprendre vos marques comme vous le souhaitez, ce qui est un grand avantage pour la construction du capital de marque. Brands can take on a life of their Les own. marques peuvent prendre vie à tel point qu'elles semblent être une personne. Et comme nous, elles peuvent avoir leur propre personnalité. L'étape finale de ce processus de construction de marque est de créer cette identité, ce que nous appelons la personnalité de la marque. Selon la promesse de la marque, vous donnez à la marque des caractéristiques humaines que vos clients attendent de quelqu'un qui tient ses promesses. Pourquoi est-ce si important? Votre cible comprendra mieux votre marque si elle peut l'associer à un être humain ou la considérer comme telle. Les marques ayant une personnalité se démarquent mieux. Elles sont plus appréciées et surtout, le consommateur veut maintenir une relation avec elles. En marketing, c'est un avantage considérable, car cette relation engendre une meilleure fidélité des clients. Et c'est ce que font les bonnes marques. Pour créer une personnalité de marque, vous devez créer des traits de personnalité qui forment la personnalité globale de votre marque. Différents chercheurs en marketing ont étudié les personnalités des marques pour découvrir quels traits peuvent être utilisés.
L'une des expertes les plus reconnues dans ce domaine est Jennifer Acker. Dans son célèbre rapport d'étude « Dimension de la personnalité de marque », elle identifie un cadre de traits de personnalité que les marques peuvent adopter. Les 5 grandes dimensions sont la sincérité, l'enthousiasme, la compétence, la sophistication et la solidité. Chacune d'entre elles renferme des traits plus détaillés. Par exemple, la sincérité regroupe les traits suivants: réaliste, honnête, authentique et sympathique. Ces traits peuvent aussi être divisés en sous-traits. Par exemple, sous le trait sympathique, on retrouve chaleureux, heureux, joyeux et bienveillant. À partir de cette longue liste de traits, il faut en sélectionner une poignée qui va créer cette personnalité de marque unique. Revenons à notre Parent Watch. Intéressons-nous à notre valeur essentielle. La Parent Watch aide les parents à donner le meilleur d'eux-mêmes. Regardez également la liste des leviers de marque. Si Parent Watch était une personne, comment décririez-vous sa personnalité? J'ai choisi les traits suivants: orienté famille, bienveillant, intelligent, fiable, solide, complet, dynamique et évidemment ludique. Attention, ces traits ne sont pas censés être ceux d'un super parent. Ils sont ceux d'une marque qui les aide à devenir de super parents. Vous comprenez la différence? Votre marque peut avoir des traits similaires à ceux de votre public cible, mais le plus important est que la marque possède des traits cohérents avec ceux d'une personne qui fait et tient ses promesses. La marque est ainsi plus digne de confiance et authentique. En parlant d'authenticité et de confiance, vos clients vont-ils croire ces traits simplement parce que vous les avez pris dans une liste? Oui, si vous les avez choisis soigneusement pour définir quelqu'un d'autre que la marque. Ce quelqu'un, c'est vous et éventuellement vos collègues, ceux qui font et tiennent la promesse de la marque. Les marques authentiques reflètent les caractéristiques des personnes qui fournissent la valeur sur le marché. Voilà comment bien bâtir une marque. Creating and defining your brand is only the first step. La définition de votre marque n'est que la première étape du processus de construction de la marque. À ce stade, la marque n'est qu'une coquille vide, parce que vous n'avez fait ni tenu aucune promesse au consommateur. N'oubliez pas, une marque est une promesse si bien tenue vis-à-vis de la cible que celle-ci en est convaincue et lui accorde sa confiance. La confiance engendre la fidélité. Donc il faut identifier les clients que vous souhaitez cibler avec votre marque. Pour cela, nous utilisons la technique de segmentation, qui consiste à diviser le marché de clients potentiels en différents groupes. Il existe 4 approches. La segmentation démographique est axée sur les caractéristiques physiques du client: sexe, âge, taille, poids et même couleur de cheveux. C'est une manière très utile de segmenter, en particulier si la promesse de votre marque est liée aux caractéristiques du client. Si vous commercialisez un shampoing pour les roux, il vous faudra alors grouper vos clients selon leur couleur de cheveux. Il y a ensuite la segmentation géographique. Utilisez cette approche pour grouper des personnes en fonction de leur lieu de vie ou de travail. Cela peut inclure différents éléments, comme les endroits où ils pratiquent leurs loisirs. Si votre promesse de marque est liée à cet endroit, cette approche sera la plus pertinente. Ensuite, la segmentation comportementale, qui est axée sur le comportement des clients potentiels. Comportement d'achat, style de vie ou encore manière d'utiliser un produit. Ici également, c'est la bonne manière de segmenter, si votre marque offre un élément de valeur lié à ce comportement. Par exemple, les gens qui aiment conduire vite apprécieront une marque qui promet de la vitesse. Enfin,
la segmentation attitudinale. Il s'agit de ce qui se passe dans la tête du client concernant les avantages qu'il recherche. Grouper les clients en fonction de ce qu'ils recherchent est donc une approche très efficace, car elle touche le cœur de la promesse de votre marque. Si vous deviez créer une nouvelle marque automobile, vous devrez grouper les clients selon divers avantages, comme les économies de carburant, le luxe ou le respect de l'environnement. Sélectionner la bonne approche de segmentation est essentiel pour les deux étapes suivantes du processus de construction de la marque, exprimer et communiquer. Le branding, c'est faire et tenir une promesse encore et encore, jusqu'à ce que le client vous fasse confiance et devienne fidèle. Alors, que promettre et quand le promettre? Vous répondrez à ces questions en analysant vos clients potentiels. En achetant des produits et des services, le client achète un ensemble d'avantages. Avantages que l'on peut classer en 3 types. Les avantages fonctionnels renvoient à la performance physique d'un produit. Par exemple, pour une voiture, il s'agit de la taille du moteur, des sièges passagers ou de la maniabilité. Les avantages économiques sont l'économie de temps ou d'argent. Pour une voiture, il s'agit de la consommation, les coûts de maintenance annuels ou la fiabilité de la voiture. Enfin, les avantages émotionnels sont liés aux émotions que l'on ressent lorsque l'on utilise un produit. Pour une voiture, cela pourrait être le statut ou l'estime de soi. Les clients s'attendent à obtenir plusieurs de ces avantages, mais certains sont plus importants que d'autres. Si vous savez ce qui est le plus important pour eux, vous pouvez utiliser ce besoin lors de l'élaboration de votre promesse. Vous pouvez aussi augmenter l'importance qu'ils attribuent à un autre facteur et choisir d'axer votre marque là-dessus. Il faut également comprendre les étapes de l'acte d'achat. Cela vous aidera à créer l'expérience globale qu'ils auront avec votre marque et à décider des meilleurs moments pour faire la promesse. En général, ces étapes sont les suivantes. D'abord, la reconnaissance des besoins. C'est là que les clients réalisent qu'ils veulent quelque chose. Ensuite, la recherche d'informations. Une fois que le client réalise qu'il a un besoin, il commence à rassembler des informations sur des solutions pertinentes. Une fois qu'il a ces informations, il passe à l'étape suivante, évaluer les alternatives. Le client fait des choix en fonction des caractéristiques les plus importantes et de la marque la mieux adaptée pour leur fournir. Il est essentiel que vous communiquiez votre promesse de marque à ce stade. Le client réduira alors ses choix à une marque et passera à la phase d'achat. Enfin, la phase de comportement post-achat. Une fois que le client commence à utiliser le produit ou le service, il compare les résultats avec ses attentes. La marque a-t-elle tenu sa promesse? Quelles émotions le produit lui transmet-il lorsqu'il l'utilise? Cette phase est essentielle car le client se fera une opinion de votre marque et partagera son expérience, bonne ou mauvaise, avec d'autres clients. Les bons bâtisseurs de marque savent qu'ils ont un rôle à jouer à chaque étape du processus d'achat. Ils savent quand ces étapes surviennent, où elles surviennent et qui est impliqué. En sachant cela, vous êtes prêt à développer une expérience de marque efficace. L'une des idées centrales du marketing est le positionnement. La proposition de valeur d'une entreprise est la revendication unique qui fait que le client change d'avis et qu'il agit. Cette action peut être acheter un produit, essayer un produit, payer un certain prix, visiter un site internet ou bien simplement envisager votre marque et ses avantages d'une certaine manière. La manière dont vous positionnez votre produit sur le marché détermine la promesse que vous allez élaborer pour créer votre marque. Mais soyons clairs. Dans un plan de marketing, vous créez une proposition de valeur qui est l'élément central de votre stratégie de marketing. Mais quel rapport avec le positionnement de la marque? Est-ce la même chose? Pas forcément, mais ils sont étroitement liés. Pour résumer, la promesse de marque est votre proposition de valeur globale. Il s'agit d'une affirmation définitive sur l'ensemble d'avantages fournis aux clients.
c'est la description claire de l'avantage exact qu'a votre marque sur celle des concurrents. Le positionnement de la marque est un positionnement stratégique à long terme. Votre proposition de valeur marketing est plutôt un positionnement tactique à court terme. Prenons un exemple pour bien comprendre ce lien. Dans notre étude de cas, la Parent Watch, nous savons quel est notre positionnement de marque global. La Parent Watch aide les parents à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons mis la barre très haut au moment de la conception. Mais que faire si vous allez lancer un nouveau produit ou simplement introduire une nouvelle fonctionnalité sur un produit existant? Pour cela, vous avez besoin d'un positionnement plus tactique à court terme. Par exemple, imaginons que notre Parent Watch ait une nouvelle fonctionnalité d'envoi automatique de SMS. Les parents peuvent ainsi l'utiliser pour créer des rappels pour leurs enfants reçus directement par texto. Pas sûr que les enfants aimeraient cela, mais cela devrait plaire aux parents. Comment positionner cette fonctionnalité? Pour avoir des idées, revenez aux leviers de votre marque. Les leviers constituent des aspects plus détaillés et descriptifs de la marque. Revoyons la liste créée au chapitre 2. Voilà un levier qui pourrait marcher. Parent Watch m'aide à rester proche de mes enfants. Pas mal. Une nouvelle fonctionnalité SMS devient une raison de croire cette proposition de valeur. Et c'est là que réside le lien entre la stratégie de marque et la stratégie marketing. Ces propositions de valeur sont des raisons de croire pour l'ensemble de la stratégie de marque. Promesse faite, promesse tenue. Examinez vos marques. Quelles caractéristiques et avantages de vos produits et services mettez-vous en valeur dans votre stratégie marketing? Regardez ensuite vos leviers de marque pour trouver les plus pertinents par rapport à ces avantages. Cela va aider votre cible à croire que la marque fait bien son travail et qu'on peut lui faire confiance à l'avenir. À ce stade de la construction de la marque, vous avez défini la marque en termes de valeur, de levier et de personnalité. Vous avez positionné la marque sur le marché et l'avez liée à votre stratégie marketing. Vous êtes maintenant prêt à passer à la phase suivante, l'expression de la marque. Pour cela, vous devez créer un nom et un visuel pour la marque. Il faut également créer une expérience client complète pour la cible lorsqu'elle sera en contact avec la marque. Ici, j'évoquerai les principaux points à ne pas oublier au moment de donner un nom à votre marque. Le nom de votre marque doit refléter les valeurs et la finalité de la marque. Créer une association avec la personnalité de la marque, être facile à prononcer, et enfin être unique et marquant. Mais avant de trouver des noms, songez à ce à quoi vous attribuez une marque. Une entreprise, un produit ou un service, une fonctionnalité de ce produit ou service, une technologie. Comment vos marques cohabitent-elles? En d'autres termes, demandez-vous quelle est l'architecture de votre marque, évoquée au chapitre 2. Revenons à notre étude de cas. Pour cet exemple, je dois créer une entreprise fictive, la California Watch Company. Elle fabrique tout un ensemble de montres dans ces catégories. Montres haut de gamme, montres de sport pour la course à pied, le vélo, etc. Montres intelligentes pour les geeks et montres pour les familles. Mon architecture de marque est la maison des marques. Ces 4 catégories de montres se voient donc attribuer une marque indépendamment les unes des autres et du nom de l'entreprise. Revenons à notre nouvelle gamme de montres familiales en commençant par notre premier produit sur le marché, la Parent Watch. Aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mon produit est une smartwatch connectée au smartphone du client. Elle est donc très polyvalente. Ma stratégie est d'offrir un modèle de montre, mais dans différents styles et couleurs. Les clients peuvent charger différentes fonctions dans la montre en fonction de l'âge de leurs enfants. Appli pour bébé, enfants, etc. Pas mal cette montre. Vous souvenez-vous de la personnalité de la marque? Un des traits était intelligente. Ça colle bien.
Compte tenu du lien étroit entre ma marque et le produit qui tient la promesse, il serait bon de donner à mon produit le nom de la marque. C'est le plus logique pour ma cible. Une fois que le client comprend la promesse, il l'associe à la montre elle-même, si je lui donne le même nom. Sinon, cela pourrait les perturber. Le nom Parent Watch est lié aux valeurs et à la finalité, est unique et facile à prononcer, et semble correspondre à la personnalité de ma marque. Le nom semble solide, fiable, mais ludique. Il est très bien. Mais parfois, il vaut mieux trouver un nom entièrement nouveau, sans signification littérale. Le nom Sony est complètement inventé. Apple n'a pas non plus de lien avec les services et les produits de l'entreprise. Dans ce cas, vous devez sélectionner le nom, puis communiquer le nom et ses valeurs et finalités associées afin que le consommateur puisse faire le lien. Ceci est généralement plus difficile et cher à réaliser, mais cela peut permettre d'aboutir à un nom de marque puissant qui reste dans la tête du client. Voilà donc une manière efficace de gagner et de garder des clients. Le visuel de la marque est ce que l'on voit lorsqu'on entre en contact avec la marque. C'est un système d'identité visuelle, une manière de reconnaître immédiatement la présence de la marque. Pour créer l'identité visuelle de la marque, vous avez besoin des éléments suivants. Il vous faudra d'abord trouver un logo ou un symbole distinctif. Un logo peut prendre différentes formes. Il peut être un objet qui représente votre marque. Un bon exemple est le logo d'Apple. Il peut s'agir d'un symbole abstrait, comme la virgule de Nike, ou bien d'une marque verbale qui représente votre entreprise ou le nom de votre marque d'une manière spécifique, comme par exemple le logo de Google. Pour créer un logo, mieux vaut faire appel au service d'un graphiste professionnel. Celui-ci devra connaître les valeurs de la marque, sa promesse essentielle, ses leviers, sa personnalité et bien entendu son nom. Pris ensemble, ces éléments aident le concepteur à créer un look graphique qui correspond à ce que la marque représente. Une fois que le logo est créé, votre graphiste devra en créer différentes versions. Les logos lookups. Si votre logo maître doit toujours être rendu de la même manière, vous avez besoin de variations pour différents placements et utilisations. Vous aurez besoin de versions couleur et noir et blanc, ou bien de petites versions pour les cartes de visite, ou encore d'une version grand format à afficher sur le côté d'un bâtiment. Votre graphiste doit également créer une palette de couleurs pour la marque. Certaines de ces couleurs sont utilisées pour le logo, mais vous avez aussi besoin de couleurs complémentaires à utiliser avec le logo. Ces couleurs complémentaires peuvent être utilisées dans les publicités, pour le packaging ou pour le produit lui-même. Votre graphiste doit vous aider à choisir des caractères typographiques pour la marque. Une police distinctive qui aide à renforcer l'identité de votre marque. Vous devez également disposer de traitements typographiques standards. Votre identité typographique doit inclure des manières de gérer les types de texte, comme des titres ou l'aspect de vos adresses URL. Votre identité de marque doit avoir un style cohérent pour les images. Toutes les photos et images utilisées avec le logo de votre marque doivent reposer sur le même visuel. Une charte graphique doit également définir l'utilisation de certains types d'images. Photos ou illustrations, ou les deux. Noir et blanc ou couleur. Par exemple, Nike axe ses visuels autour d'images très contrastées pour capturer l'attention et créer un visuel distinctif. Enfin, définissez un ton cohérent dans la manière de vous exprimer. Créez une voix pour la marque. Cela s'applique à tout, du titre d'une pub au ton des communiqués de presse. Définissez le langage et les termes spécifiques. Par exemple, le ton doit-il être formel ou plutôt décontracté? Tout dépend de la personnalité de votre marque. Regardez vos marques et vérifiez que chacun de ces éléments est en harmonie avec l'essence de marque générale. Ces éléments doivent travailler en harmonie pour créer une identité de marque efficace.
When your customers buy your En achetant vos produits et services, vos clients suivent un certain nombre d'étapes. process. Nous appelons cela l'expérience client ou parfois l'expérience de marque, lorsqu'elle est liée à la marque. Chaque étape de cette expérience est un point de contact où vous pouvez toucher le client et renforcer la promesse de marque. Cela permet de fidéliser le client. La première étape définit les points de contact du client lambda. D'abord, la reconnaissance des besoins, le moment où les clients réalisent qu'ils veulent quelque chose. Ensuite, la recherche d'informations, où ils collectent des informations à partir de différentes sources. Cette étape est critique. C'est là qu'un client est le plus réceptif à votre message de marque. Une fois qu'il rassemble des informations, il évalue les alternatives possibles en fonction des caractéristiques les plus importantes et de la marque la mieux adaptée pour leur fournir. Enfin, il passe à la phase d'achat, où il achète le produit. Vous pensez peut-être que le processus d'achat s'arrête ici, mais il y a une dernière étape, la phase de comportement post-achat. Une fois que le client commence à utiliser le produit, il compare les résultats avec ses attentes. Le produit a-t-il répondu à ce qui était demandé? Quelles émotions le produit lui transmet-il lorsqu'il l'utilise? Que dit-il aux autres de son expérience? Une fois que l'on définit les points de contact, nous retournons à la liste de leviers de la marque. Notre objectif est de sectionner un levier de la liste que nous pouvons souligner à chaque point de contact. Nous devons décider de l'endroit et du moment du point de contact et de quoi dire au client en cohérence avec ce levier de marque. C'est un peu délicat, mais cela conditionne l'efficacité de la construction de la marque. Essayons avec notre Parent Watch. Pour l'étape de reconnaissance des besoins, je veux utiliser le levier « Être parent est sans doute le rôle le plus important dans la vie d'une personne ». Je vais utiliser ce levier dans la publicité en raison du fort message émotionnel qu'il contient. Pour la recherche d'informations et l'évaluation des alternatives, je vais mettre l'accent sur tous les avantages du produit, comme protéger ma famille, rester proche de mes enfants, etc. Je fais cela sur le site de la marque. Lorsque les clients achètent les produits, je mets l'accent sur « les parents sont à part ». Nous créons alors un environnement de marque en magasin et une expérience d'achat qui permet aux parents d'être fiers de leur rôle. Enfin, dans la phase post-achat, ils rapporteront chez eux le message « Porter une Parent Watch montre que ma famille est ce qui compte le plus pour moi ». Pourquoi pas des textos envoyés directement à la Parent Watch ou en leur envoyant un email? Je veux renforcer la conviction du client qu'il a fait le bon choix. Les spécialistes du marketing savent qu'ils ont un rôle à jouer à chaque étape de l'expérience client. Ils savent quand ces étapes surviennent, où et qui est impliqué. En sachant cela, vous êtes prêt à communiquer votre marque sur le marché. Branding is all about making Le branding, c'est faire et tenir une promesse. En tant que bâtisseur de marque, vous faites des promesses. Mais qui les tient? Le produit? Le service? Si oui, qui est derrière ces produits et services? Ce sont vos employés et partenaires, comme les distributeurs. Ce sont des personnes qui présentent votre marque. Et si elles ne comprennent pas la marque, elles risquent d'avoir du mal à tenir la promesse. Les employés doivent croire en la marque à chaque contact avec un client. Dans cette vidéo, je vous montre comment communiquer efficacement votre marque en interne. 2 étapes sont à suivre. D'abord, il faut former votre équipe. Ensuite, il faut la renforcer en permanence. Sinon, les employés oublient que la marque est importante. Lorsque vous développez des informations sur la marque, pensez à développer différents programmes pour différents employés. Les employés de première ligne sont en contact avec les clients toute la journée. Leur formation sera bien différente de celle des personnes qui travaillent au siège, notamment vos cadres supérieurs. Chaque employé devrait être formé, les nouveaux, mais surtout les anciens. Les employés existants devront peut-être changer leur état d'esprit pour accepter et avoir foi en la marque.
La prochaine fois que vous prendrez l'avion, soyez attentif aux employés de la compagnie aérienne. Imaginez comment la formation sur la marque sera différente pour un pilote, une hôtesse, un bagagiste, sans oublier les agents qui vendent les billets. Chaque fonction et chaque contact avec le client sont différents. Cela doit donc se refléter dans la formation. Quel est le contenu de la formation? Les employés doivent connaître la promesse de la marque, son rapport avec les valeurs de l'entreprise, les leviers que les clients expérimentent au contact de la marque, l'identité de la marque, son visuel et son nom, et bien entendu, sa personnalité. Mais surtout, ils doivent comprendre la manière dont penser et agir. Que doivent-ils dire? Que doivent-ils faire pour tenir la promesse? Vous devez les aider à faire le lien entre la promesse de la marque et leurs actions. Sinon, ils ne sauront pas incarner la marque. Bon, la formation est essentielle, mais insuffisante. Vous devez la renforcer pour maintenir la marque au cœur de la culture de l'entreprise. Assurez-vous d'abord de la visibilité de l'identité de marque à l'échelle de l'entreprise. On verra plus tard comment créer des espaces de marque, comme dans le hall de votre entreprise, afin de renforcer la marque. Chaque fois que l'employé y entre, on lui rappelle la marque. La plupart des entreprises nomment un champion de la marque et une équipe d'ambassadeurs de la marque. Ceux-ci sont des personnes d'influence qui représentent les valeurs de la marque. Ils aident les autres à comprendre comment leurs paroles et leurs actions sont liées à la marque et à ses leviers. De plus, de nombreuses entreprises s'attachent à employer les bonnes personnes dès le début. Compte tenu des caractéristiques de la marque, quelles caractéristiques d'employés potentiels seraient les mieux adaptées à la marque? Votre partenaire de ressources humaines peut vous aider. La meilleure manière de renforcer la marque en interne pourrait bien être de tenir parfaitement votre promesse à l'externe. Voir que l'entreprise tient ses promesses en permanence, même dans les périodes difficiles, renforce l'implication des employés vis-à-vis de la marque. Regardez comment votre entreprise communique en interne avec ses employés. Les bons bâtisseurs de marque sont à l'affût de ces opportunités quotidiennes pour renforcer la marque. L'une des étapes les plus importantes dans le processus de création de la marque est la création d'un livre de marque. Comme son nom l'indique, le livre de marque contient l'histoire complète de la marque et tous les éléments qui s'y trouvent. Il permet d'établir des directives sur chaque aspect de la gestion de la marque d'une entreprise. Cela couvre tous les aspects, de l'utilisation du logo à la conception du produit, en passant par l'aspect de votre site internet, l'utilisation des réseaux sociaux, la publicité, etc. Un livre de marque basique doit inclure un aperçu des valeurs, de la promesse essentielle, des leviers et de la personnalité de la marque, les spécifications du logo et des exemples de son utilisation, différentes versions du logo, la palette de couleurs, des polices, la typographie, des directives sur les images et les photos, sans oublier le style d'écriture et le ton. Un livre de marque est un document de référence permettant d'aider les employés et les agences de marketing à matérialiser la marque. C'est pourquoi on l'appelle parfois un guide de style. Il peut également contenir les éléments suivants: directives sur les brochures, spécifications pour les panneaux d'affichage extérieur, mise en page pour les impressions et les projets web, votre conception de magasin, directives sur les réseaux sociaux, et même votre en-tête et vos cartes de visite. N'oubliez pas d'inclure des exemples visuels ou écrits dans chacune de ces rubriques. Plus les informations que vous y mettez sont détaillées, mieux il permettra de gérer la marque de manière cohérente. Ces directives sont certes importantes, mais le livre de marque va plus loin. Vous pouvez l'utiliser pour la formation de votre équipe. Il peut aider les employés à comprendre l'essence de la marque. Il peut être créé pour donner foi en la marque. Il peut inclure des histoires sur la marque et son expérience auprès des clients. Il peut contenir les objectifs de la marque et son lien avec la stratégie globale de l'entreprise. Un livre de marque peut aider les employés à comprendre comment incarner la marque. Un bon branding revient à faire et tenir des promesses en permanence. Un livre de marque est un outil essentiel pour vous y aider.
A very important Une composante essentielle du branding est le produit ou le service commercialisé. Il doit fournir les avantages promis. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas le seul élément qui doit tenir la promesse de la marque. Chaque point de contact dans l'expérience client peut jouer un rôle. Cependant, les produits ou les services sont l'axe principal de votre stratégie de branding. Ainsi, vous devez former les personnes qui créent vos produits et vos services à votre marque. Examinez vos produits actuels. Vous remarquerez peut-être le problème le plus courant lorsque vous commencez à établir la marque. Les avantages que votre produit fournit ne sont pas les mêmes que ceux promis par la marque. Oups! En d'autres termes, il y a un fossé entre la performance de votre produit et la marque. Deux explications à ça. Votre produit a peut-être des lacunes de fonctionnalité, ou bien peut-être en a-t-il trop. Pour en avoir le cœur net, dressez une liste de toutes les fonctionnalités clés de votre produit ou service. Ensuite, notez l'avantage principal de chaque fonctionnalité. N'oubliez pas, les avantages ont plusieurs formes. Fonctionnelles, économiques, émotionnelles, expressives, etc. Ensuite, ressortez votre longue liste de leviers de marque et essayez de connecter chaque avantage avec au moins un des leviers. Demandez-vous si l'avantage sert ou contribue à au moins un des leviers. Reprenons notre étude de cas, la Parent Watch. Imaginons que la montre dispose d'une application qui envoie automatiquement des SMS aux enfants pour leur rappeler de faire leurs devoirs. Je regarde la liste de nos leviers de marque et je vois deux leviers qui semblent en lien avec cette fonctionnalité. Parent Watch m'aide à rester proche de mes enfants. Et le second, les parents se donnent à fond pour leur famille. Si un grand nombre de vos caractéristiques et avantages ne sont pas liés à vos leviers de marque, il y a un problème. Votre produit a trop de fonctionnalités non pertinentes, ce qui va perturber votre consommateur. Dans ce cas, vous devez revenir vers votre équipe de développement et créer une nouvelle version du produit pour combler ce fossé. Ou bien, les caractéristiques et avantages de votre produit ne couvrent qu'un petit nombre de leviers. Dans ce cas, vous avez également un fossé à combler, et il faut là aussi un nouveau développement de produit. Examinez votre flux de développement produit et faites la même analyse. Vous pouvez collaborer avec votre équipe de développement afin de modifier ces produits maintenant et être mieux alignés à la promesse de la marque. Le cas échéant, ces produits seront plus pertinents pour tenir la promesse de votre marque. N'oubliez pas que lorsque je mentionne les produits, la même chose s'applique aux services que vous commercialisez. Une marque bien développée informe le consommateur des performances de ses produits, de leur aspect et de la cohérence de l'expérience qu'ils fournissent avec l'essence de la marque. to make a promise, you have to Pour faire une promesse, il faut la communiquer. La clé est de sélectionner les canaux de communication les plus cohérents avec la personnalité authentique de la marque. Pour cela, il suffit de répondre aux questions suivantes. Qui, quoi, pourquoi, où et comment. D'abord, il faut décider du pourquoi de votre communication. Allez-vous communiquer au marché votre positionnement stratégique, la promesse de la marque? Ou bien construisez-vous une notoriété tactique axée autour d'une nouvelle fonctionnalité du produit? Si oui, ce type de campagne serait lié directement à votre positionnement de marché tactique. Pendant l'étape de positionnement du processus de construction de la marque, nous répondrons à la question « Qui ?». Il s'agit évidemment de votre cible. Vous identifiez les clients spécifiques pour lesquels vous souhaitez que votre message soit pertinent. Regroupez vos clients en utilisant l'une des 4 approches de segmentation, démographique, géographique, comportementale ou attitudinale. Celle que vous utilisez dépend de ce que vous allez communiquer. Pour une nouvelle fonctionnalité, mieux vaut utiliser la segmentation comportementale. S'il s'agit d'un avantage émotionnel de votre marque, la segmentation attitudinale semble être la meilleure option. Réduire votre cible permet d'augmenter l'efficacité de votre communication. Intéressons-nous ensuite à ce que vous communiquez. Pour cela, vous devez reprendre votre longue liste de leviers de marque. Les leviers de marque fournissent le message spécifique que vous voulez inclure dans la communication. Choisissez le plus adapté à ce que vous annoncez sur le marché et à la cible que vous avez choisie.
Cette utilisation des leviers de marque dans toutes vos communications permet de renforcer la promesse et le capital de marque. Ensuite, pour répondre à où communiquer, souvenons-nous des points de contact et des étapes du processus d'achat du chapitre 4. Choisissez l'étape la plus pertinente pour le levier de marque et ce que vous annoncez sur le marché. Vous voudrez sans doute atteindre la cible chez elle, au travail, pendant ses loisirs ou même en ligne. L'immensité de l'expérience client vous offre de nombreuses possibilités. Enfin, comment communiquer? Le canal média choisi dépend de la cible, du nombre de personnes que vous voulez atteindre, de la complexité du message que vous envoyez et de la fréquence à laquelle la cible doit entendre le message. Les marketeurs disposent d'un large éventail de médias traditionnels, dont la télé, la radio, la publicité imprimée, les affichages extérieurs et les médias numériques, avec les réseaux sociaux, les sites internet et les canaux mobiles. Chaque média présente des avantages et des inconvénients. Les publicités télé peuvent toucher des millions de personnes, mais elles sont très chères. Les affiches sont quant à elles plus bon marché, mais ont un rayon d'action limité. De plus, il est difficile d'expliquer l'utilisation d'un produit compliqué sur une affiche. Mais quel que soit le canal, reportez-vous à votre livre de marque pour que les éléments du design et le ton soient pertinents par rapport à la marque. Social media is an essential part. Les réseaux sociaux sont essentiels à la construction de la marque, quelle que soit votre activité. Les consommateurs s'attendent à pouvoir s'informer sur vos produits et partager leurs expériences avec d'autres en ligne. Les réseaux sociaux permettent de communiquer efficacement votre proposition de valeur et d'améliorer votre marque. Les plus grandes marques du monde utilisent les canaux numériques pour constituer leur marque. Coca-Cola utilise Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, ainsi que d'autres canaux intégrés à sa principale plateforme sociale, un site internet appelé Coke Journey. Selon Coke, la mission de la marque est d'inspirer les moments d'optimisme et de joie et de consolider nos marques. Pour utiliser efficacement les canaux numériques, suivez ces conseils. 1. Tous les sites doivent avoir un visuel commun. Ils ne doivent pas être identiques dans leur conception, mais ils doivent respecter les standards que vous avez définis dans votre livre de marque. Ainsi, tous les logos, marques déposées, couleurs, police et typographie doivent être exactement conformes aux standards pour ne pas perturber les clients, si un site de réseau social ne ressemble pas à la marque. 2. Assurez-vous que tous les sites utilisent le même ton. Le ton et le style d'écriture doivent être cohérents avec la personnalité de la marque. 3. Définissez qui est autorisé à publier sur les différents sites de réseaux sociaux. Il est essentiel de les former correctement à la marque et à la manière d'en communiquer les valeurs et de se conformer aux politiques de l'entreprise concernant les réseaux sociaux. Enfin, 4. Déterminez précisément le rôle de chaque site de média social. Ensemble, ils soutiennent la promesse essentielle de la marque, mais individuellement, ils peuvent avoir un rôle différent. Pour cela, vous devez reprendre votre liste de leviers de la marque. Chaque réseau social est un point de contact de l'expérience client. Tout comme vous le feriez avec vos autres points de contact, vous pouvez lier chacun d'entre eux à un levier de marque différent. Reprenons notre étude de cas. Notre promesse de marque globale est « La Parent Watch aide les parents à donner le meilleur d'eux-mêmes ». Mais je vais créer la page Facebook de la marque pour qu'elle tourne exclusivement autour de ce levier. Comment des parents débordés font l'impossible en répartissant les tâches pour tout faire en une journée. Cette page sera remplie d'astuces sur les activités des parents. Le fil Twitter de la marque concernera des parents célèbres ainsi que leur réussite. Le tableau Pinterest, en revanche, sera rempli de citations sur les parents et sur l'importance qu'ils ont pour leur famille. Je vais aussi créer une campagne mobile où les parents pourront recevoir des astuces utiles pour apprendre à leurs enfants d'importantes leçons de vie. Pas mal, non? Examinez vos canaux numériques. Assurez-vous qu'ils respectent le livre de marque, qu'ils ont un rôle spécifique lié à un levier de marque et qu'ils sont bien gérés. Ensemble, les sites des réseaux sociaux créent une communauté de clients fidèles à la marque qui interagissent les uns avec les autres et avec votre entreprise. C'est la base d'une relation client solide.
L'emballage de votre produit est une autre excellente manière de communiquer votre marque et son image. Le packaging est un point de contact majeur dans l'expérience client, car il est sans doute la première rencontre physique de votre client avec la marque. Il peut également être le dernier contact physique que le client a juste avant d'acheter le produit. Ce sont ces 10 dernières secondes précédant l'acte d'achat qui font qu'il est capital de réussir la conception de votre packaging. En construisant votre marque, vous devez travailler étroitement avec votre équipe de conception interne ou externe et lui donner des directives sur ces 3 facteurs. 1. Quel est le rôle fonctionnel de l'emballage? L'emballage d'un produit peut avoir de multiples fonctions. Il peut protéger le produit lorsqu'il est en magasin ou en entrepôt, lorsqu'il est expédié, mais également lorsqu'il est chez le client ou à son travail. Le packaging peut fournir des informations importantes sur l'utilisation du produit ou des avertissements éventuels. Il peut expliquer comment stocker ou prendre soin du produit, les ingrédients qu'il contient, ou encore son prix. Le packaging peut avoir d'autres fonctions comme permettre de trouver rapidement le produit en magasin, servir de boîte cadeau, ou être facile à jeter ou à recycler. 2. Vous devez décider des messages clés de la marque que vous allez apposer sur le packaging. Reprenez votre proposition de valeur et vos raisons de croire. Regardez aussi la liste de vos leviers de marque et analysez les avantages fonctionnels, économiques et émotionnels que le packaging peut véhiculer. Utilisez-le pour renforcer votre positionnement et la promesse de la marque. Prenons un exemple avec Coca-Cola. Regardez les différentes images sur la canette. Ballon de plage, lunettes de soleil, planche de surf, etc. Ok, je vois. Avec Coca, on passe de bons moments à la plage. Ce levier de marque est communiqué très efficacement grâce à ce graphisme simple. Enfin, 3. Vous devez donner des indications sur le design du packaging. Pour cela, utilisez votre livre de marque. En général, le packaging comporte la marque et le slogan, et l'identité visuelle de la marque avec les logos et les couleurs. N'oubliez pas la personnalité de la marque. Quels sont les traits de personnalité de la marque? Comment l'emballage peut-il être conçu pour les inclure? Par exemple, regardons ce packaging de Gatorade. La bouteille elle-même ressemble au jet distinctif du mot Gatorade. Malin. Regardez votre packaging actuel et comparez-le aux directives de votre livre de marque. Le packaging répond-il aux attentes de la marque? Pourrait-il prendre davantage de responsabilité dans l'expérience client? Un bon packaging est bien plus qu'un joli emballage autour de votre produit. Son design vous offre une opportunité unique sur les marchés de consommateurs et B2B d'influencer les clients et la perception qu'ils ont de votre marque. Exploité au maximum, il peut permettre de créer et de maintenir une fidélité de marque à long terme. Une manière unique de communiquer votre marque est de créer un espace de marque. Un environnement physique peut offrir une expérience de marque percutante pour incarner la personnalité, les valeurs et même les messages essentiels de votre marque. Voyez cela comme une expérience 3D multisensorielle, par rapport aux médias traditionnels bidimensionnels comme la publicité imprimée. Vous pouvez désormais créer des espaces de marque n'importe où. Par exemple, le hall de votre entreprise est un lieu parfait pour que la marque accueille vos visiteurs, comme ici chez lynda.com. N'importe quel espace de vente véhicule le visuel de la marque, comme les Apple Store ou ce kiosque Starbucks. N'importe quel espace physique est un candidat potentiel au sein de l'entreprise ou hors site, comme les salons commerciaux, conventions, concerts, événements sportifs, parcs municipaux, etc. Certaines entreprises vont plus loin, en créant un musée de la marque, avec pièces d'exposition et tournées, comme The World of Coca-Cola. Mais vous n'êtes pas obligé d'opter pour une si grande échelle. Même un vieux banc dans un parc peut recevoir une marque, comme celui-ci pour la barre KitKat. Mais créer des espaces de marque ne se résume pas à ajouter un logo. Il convient de suivre ces étapes. 1. Décider du lieu et si l'espace de marque sera permanent ou temporaire. Choisissez un lieu cohérent avec l'essence de la marque. Demandez-vous où vos clients aimeraient voir votre marque. 2.
Décidez de la fonction de l'espace de marque. Pour cela, reportez-vous à vos leviers de marque. En fonction de la taille de l'espace, vous véhiculerez un seul levier ou bien vous utiliserez différentes parties de l'espace pour véhiculer différents leviers de marque et créer ainsi une expérience client plus riche. 3. Décidez des composants spécifiques de l'espace qui communiqueront un levier de marque. Pour trouver des idées vraiment créatives, j'aime utiliser une technique innovante, l'unification des tâches, qui vous force à prendre en compte chaque composant de l'espace, même ceux qui ne sont pas évidents, comme le sol, le plafond ou les fenêtres. Vous leur attribuez alors la tâche de communiquer un levier de marque. Prenons un exemple avec notre Parent Watch. Nous voulons créer un espace de marque dans le hall de l'entreprise. Je veux véhiculer le levier de la marque. Être parent est peut-être le rôle le plus important dans la vie d'une personne. Ensuite, je travaille avec des designers pour transformer le hall pour qu'il colle entièrement à ce levier. Par exemple, les murs seront couverts de grandes images, du sol au plafond, de parents avec leurs enfants. Les images montreraient des parents de tous âges, portant évidemment la Parent Watch. Comme pour tout projet lié à votre marque, veillez à respecter les directives de votre livre de marque. Les espaces de marque rendent les clients plus fidèles et permettent à ces derniers de se sentir comme chez eux. Pour maintenir la santé de vos marques, vous devez mesurer leur performance par rapport à différents facteurs. Tout d'abord, quelle est la notoriété de base de la marque ? Réalisez une étude de marché pour évaluer le pourcentage de personnes qui reconnaissent la marque à son logo ou à son nom. La notoriété de base est particulièrement importante auprès de votre cible. N'hésitez donc pas à orienter vos études de marché sur ces clients particuliers. Après la notoriété de base, vous devez évaluer la compréhension de votre marque par vos consommateurs cibles. Selon eux, quelle valeur la marque représente-t-elle ? Comprennent-ils ses qualités et caractéristiques distinctes ? Qu'associent-ils à la marque ? Et à quel point ces associations sont-elles proches de sa promesse et de ses leviers ? Il est possible d'avoir une bonne notoriété de marque, mais si les clients ne la comprennent pas correctement, vous devez en préciser les leviers ou communiquer plus efficacement votre marque. Enfin, vous devez mesurer la capacité de la marque à fidéliser le client. Pour cela, mesurez le taux de rétention des clients ou les achats répétés. Vous pouvez également évaluer leur propension à recommander la marque à d'autres personnes. Une mauvaise fidélité des clients peut indiquer plusieurs choses. D'abord, la marque perd peut-être de sa pertinence. Elle ne fournit plus les avantages importants pour les clients. Ou bien, elle souffre d'un manque de différenciation, le degré auquel les clients perçoivent le positionnement différent de la marque par rapport à ses concurrents. Enfin, il peut s'agir d'un problème de cohérence, c'est-à-dire la manière dont la marque parvient à toucher tous les points de contact. Si vous êtes incohérent dans la tenue de votre promesse, vos clients perdent confiance. Cette liste concerne tous les facteurs externes que vous mesurez sur le marché. Vous devez également mesurer plusieurs indicateurs internes clés. Par exemple, mesurer la clarté avec laquelle les employés comprennent les valeurs de la marque et son positionnement. Dans quelle mesure vos employés comprennent-ils la cible, les contributions des clients et les leviers ? Vos employés sont ceux qui tiennent la promesse. Ils doivent donc parfaitement la comprendre. Évaluez l'implication de votre entreprise vis-à-vis de la marque en termes de soutien. Reçoit-elle suffisamment de budget et d'investissement pour rester forte ? Les individus clés consacrent-ils suffisamment de temps par rapport à d'autres marques ou programmes ? Enfin, essayez d'évaluer la protection de la marque. D'autres entreprises essaient-elles de contrefaire vos marques déposées ou vos créations ? Des tiers ont-ils un avantage injuste sur votre marque en violant vos brevets ou vos méthodes propriétaires ? Vous avez beaucoup investi pour créer et gérer votre marque. Il est donc essentiel que vous empêchiez des tiers de l'affaiblir. Les mesures sont importantes. Si vous évaluez régulièrement ces facteurs, vous pourrez identifier les tendances et anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Measuring brand performance
Mesurer la performance de la marque ne suffit pas. Vous devez gérer activement la santé de la marque et développer son capital. Mais votre environnement évolue, et si vous n'êtes pas préparé, votre stratégie de branding peut dérailler, vous faisant perdre du terrain sur le marché. Parfois, ces événements inattendus surviennent en interne. Les priorités d'une entreprise changent en permanence. Un changement de direction, une nouvelle acquisition, un changement de stratégie ou une dégradation soudaine des résultats financiers peuvent impacter fortement votre activité de branding. Les perturbations peuvent également être externes. L'émergence de nouveaux concurrents, une nouvelle réglementation ou une poursuite judiciaire peuvent affecter votre capacité à commercialiser un produit. Une mauvaise expérience client ou le rappel d'un produit peut se propager sur les sites de réseaux sociaux. Les tendances de consommation changent, ce qui peut affecter votre capacité à faire avancer votre marque. Voici quelques astuces pour vous aider à relever ce type de défi et gérer efficacement vos marques. Tout d'abord, une marque doit avoir un responsable de marque, une unique personne chargée de gérer la conformité de la marque au sein d'une entreprise, du développement des produits à l'identité de marque. Il arrive souvent que les employés s'éloignent des standards de la marque. Ils ne le font pas volontairement, mais ils créent par exemple une nouvelle version du logo ou de la palette de couleurs afin de correspondre à leurs besoins à un moment précis. Un responsable de marque surveille l'entreprise et identifie les initiatives non conformes. Ainsi, de nombreuses entreprises utilisent le PDG ou un autre haut dirigeant de l'entreprise comme responsable de marque. Vous avez aussi besoin de champions de la marque, des personnes qui représentent la marque dans l'entreprise. Il devrait y en avoir un de chaque département interservice de l'entreprise, et pas uniquement en marketing. Ces champions de la marque forment un comité qui organise régulièrement des réunions d'analyse. Leur travail est d'analyser la performance de la marque et de recommander des manières de l'améliorer. Le comité doit analyser et mettre à jour les leviers de la marque, en supprimant les moins pertinents et en créant de meilleurs, qui reflètent davantage les tendances du marché. Au moins une fois par an, les champions de marque doivent auditer la marque. Quelles sont ses performances par rapport aux indicateurs internes et externes? Quelles sont les tendances encourageantes? Lesquelles sont inquiétantes? Enfin, l'équipe de la marque est chargée de renforcer et dynamiser l'entreprise par rapport à la marque et tout ce qu'elle représente. Créer des espaces de marque dans le hall ou dans les salles de formation de votre entreprise est une excellente manière de le faire. Les événements liés aux employés qui mettent à l'honneur la performance de la marque montrent que la direction est impliquée vis-à-vis de la marque et clarifie son essence. Les marques sont à la fois un actif financier et stratégique. Elles méritent tout le temps et l'attention que vous consacreriez à n'importe quel autre actif essentiel de l'entreprise. L'industrie du branding est immense et passionnante et englobe de nombreux types de sociétés et de fonctions. Les professionnels du branding sont très recherchés pour leur capacité à créer et gérer cet actif important. En guise de conclusion, je vais vous donner quelques conseils sur la manière de développer et d'exercer vos compétences. Tout d'abord, vous devez décider sur quoi vous concentrer. Les carrières dans le branding relèvent de 4 grands domaines: la stratégie, la gestion de marque, la conception et la communication. Mais au sein de ces domaines, il existe de nombreuses professions et spécialités. Dans la communication, par exemple, on retrouve des postes dans le branding numérique, avec la constitution de marques sur les réseaux sociaux et les mobiles. Ou bien, vous pouvez vous concentrer sur les médias plus traditionnels dans la publicité. Vous devez également décider des industries qui vous intéressent le plus. Vous souhaitez travailler du côté de l'entreprise ou de l'agence? Vous voulez vous spécialiser sur les marques de consommation ou les marques B2B? Les possibilités sont nombreuses. Après avoir affiné votre sélection, créez un plan de développement. Je conseille toujours de ne jamais laisser passer une année sans avoir développé des compétences professionnelles. Voici quelques conseils. Étudiez les grands classiques, ainsi que les recherches universitaires récentes sur le branding. Soyez un éternel étudiant. Informez-vous sur l'actualité des autres entreprises. Soyez au fait des nouvelles technologies et tendances. Le branding est tout autour de vous. Profitez-en.
Lorsque vous voyez un nouveau produit en magasin ou une publicité à la télévision, identifiez l'aspect de branding du produit et la stratégie que l'entreprise utilise. Si vous êtes un professionnel du branding, rejoignez une communauté. N'hésitez pas à vous inscrire à des organisations centrées sur le branding. Assistez à l'une des nombreuses conférences annuelles sur le branding. Rejoignez des groupes de branding sur LinkedIn. Participez aux événements de réseautage et faites connaissance avec les autres professionnels du branding. Et n'oubliez pas d'exercer vos compétences. L'apprentissage revient à effectuer une action, réfléchir sur ce qui s'est passé, tirer des leçons et s'améliorer pour la fois suivante. Vous devez apprendre plus rapidement que le changement. Vous devez donc expérimenter et pratiquer de nouvelles techniques tout en perfectionnant les anciennes. Enfin, conservez une base déontologique solide lorsque vous construisez des marques. Les marques sont puissantes et ont de l'influence. Les produits et services qui sont liés à vos marques doivent être sûrs et efficaces. La qualité de vos produits doit correspondre à la qualité représentée par votre marque. Soyez honnête dans votre communication et créez des leviers de marque authentiques et crédibles. Les grands bâtisseurs de marques sont aussi fiables que leur marque. Agissez toujours de manière honorable et aspirez à devenir l'un d'entre eux. Bravo, vous avez terminé cette formation. J'ai hâte de voir ce que vous ferez avec ces connaissances acquises et hâte de voir vos marques sur le marché.